On va leur laisser quelques instants quand même pour se connecter. Tout d'abord, merci à toi, Sarah, d'être présente aujourd'hui. Avec Euh, plaisir. pour ce webinaire qui a pour thématique la nutrition en télétravail et aussi en période de confinement, hein. Malheureusement, cette session ne sera pas, elle est un peu particulière parce qu'on est tous chez soi. C'est ça, Donc, obligé de cuisiner. oui, on en profite pour cuisiner, exactement. Je t'ai invité sur cette session pour partager et échanger à propos de ta spécialité, puisque tu es nutritionniste diététicienne. C'est Euh, ça. mais je vais d'abord profiter brièvement pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Laurent Janssen, je suis fondateur cofondateur de l'agence événementielle Les Insatiables. On est une agence événementielle qui est dédiée aux événements d'entreprise et sportifs qui sont à forte valeur d'innovation et à forte valeur, on va dire, pour la santé et le bien-être des collaborateurs. C'est une agence qui a maintenant 2 ans et demi et nous sommes basés à Marseille. Je pense que de toute façon, on va faire court pour cette présentation parce que c'est pas moi qu'on est venu voir aujourd'hui, c'est toi Sarah. Je te propose de te présenter de suite et de nous expliquer un peu ton parcours. Et bien alors moi c'est Sarah. J'ai fait un BTS diététique et un bachelor en nutrition du sportif en spécialité. Avec mon associé Colette, j'ai créé Make Me Healthy, on propose en fait des programmes alimentaires à distance et sur mesure qui sont faits par des diététiciennes diplômées. La petite nouveauté, c'est que c'est effectivement à distance, donc tout le suivi se fait par téléphone et via notre application qu'on vient de créer là il y a plus d'un an. Voilà, c'est des programmes entièrement personnalisés. On a vraiment, ça nous tient à cœur d'accompagner nos patients dans une démarche de meilleure hygiène de vie et surtout de dépoussiérer ce métier de diététicienne qui, finalement, beaucoup de monde s'intéresse à la nutrition sans finalement penser à consulter une diététicienne. Et du coup, voilà, il y a notre équipe qui est là pour vous apprendre à mieux manger et surtout, ça nous tient à cœur d'apprendre à nos patients à pourquoi on mange quelque chose et le but est surtout les rendre autonomes, que nos patients comprennent pourquoi ils mangent certaines choses et l'équilibre alimentaire en fait. Donc Très voilà. bien. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu présent. Pour refaire une petite introduction rapidement pour ce webinaire, nous allons parler en fait de plusieurs sujets, hein, évidemment, qui concernent la nutrition. Je vais poser des questions en fait directement à Sarah qui nous répondra. On va aborder quelques thématiques. Et la principale, ça va être, par exemple, qu'est-ce qu'il faut manger quand on est en confinement, en télétravail, et comment on peut améliorer sa nutrition et son alimentation quand on est dans cette situation. On va aussi parler de l'organisation, évidemment, et on verra en fait un peu les bonnes pratiques et trucs et astuces en quelque sorte qu'on pourrait mettre en place. Je pense que Sarah, on va commencer par une des questions que beaucoup de monde se pose, puisque dans ce contexte, beaucoup de personnes bougent moins que d'habitude, et forcément, on se retrouve aussi avec malheureusement des pénuries hein, dans les supermarchés. Est-ce que il faut moins manger que d'habitude dans cette période de confinement et quand on est en télétravail, même de manière générale? Et alors, je dirais qu'il faudrait plutôt voir le problème dans l'autre sens. Pourquoi moins manger? Plutôt bouger plus ou continuer à bouger comme on le faisait avant. Même en télétravail et même confiné à la maison, il y a de plus en plus de vidéos qui sortent sur Instagram, sur YouTube pour faire du HIIT, du renforcement musculaire, du yoga, du stretching. Donc, c'est plutôt de maintenir son activité physique et je dirais qu'on a encore plus le temps parce qu'on n'a pas les temps de trajet au travail, etc. Donc, libérer un petit peu ce temps pour faire plus de sport et maintenir une alimentation, son alimentation habituelle. Après, ne pas la diminuer, mais pourquoi pas la rééquilibrer. C'est le moment aussi, on est à la maison, on a le temps. Oui, effectivement, parce que quand on parle de moins manger aussi, après il y a toujours cet aspect, est-ce que par exemple on peut manger des pâtes le midi et une salade le soir, ou est-ce qu'on peut manger des pâtes le soir, du riz, etc. En fait, est-ce qu'il y a par exemple des féculents qu'il faut manger plus ou mieux pendant qu'on est en télétravail? Pas plus, mais rester sur les mêmes portions. Après, tout dépend en fait de quoi on part. C'est toujours difficile de dire. En tout cas, il ne faut pas diminuer les portions, mais c'est difficile de dire. Mais
faut avoir une alimentation équilibrée et en télétravail ou pas, et les féculents en font partie, donc il faut pas les enlever, surtout pas parce qu'on est en télétravail ou parce qu'on est en confinement. C'est notre principale source d'énergie, enfin c'est l'une de nos sources d'énergie. Si on les diminue, on va mettre son corps finalement en guillemets en souffrance parce qu'on le met en déficit calorique par rapport à ce dont il a besoin. Lui, il va se dire, oulala, en cas de prochaine famine, je stocke. Donc, il va stocker la moins de calories absorbées. Donc, on stocke beaucoup plus. On dérègle son métabolisme et surtout, ben, on est humain, on va avoir faim en fait. Donc, ça va entraîner des grignotages. Donc, ça a que des effets négatifs de diminuer ses féculents. Simplement, il faut bien les choisir. Par contre, ça, c'est vraiment important. La famille des céréales, des féculents, ça regroupe les pâtes, le riz, mais aussi tout ce qui est légumineuse, donc pois chiches, lentilles, haricots rouges, blancs. Et après, il y a aussi les céréales anciennes, le quinoa, le boulgour, le millet, le sarrasin, le pain et les pommes de terre et les patates douces. Simplement, il faudra les choisir complets. C'est important. Les féculents blancs sont plutôt à éviter, tout simplement parce que, alors, en fait, si on prend l'exemple du blé, pour faire de la farine blanche, donc de la farine raffinée, sur le grain de blé, en fait, il y a une écorce autour et il y a un germe à l'intérieur. Donc, pour faire la farine blanche, on enlève l'écorce dans laquelle il y a toutes les fibres et on enlève le germe aussi, dans lequel il y a tous les nutriments, les vitamines, les minéraux. On broie ça et on se retrouve avec la farine blanche, donc qui sert à faire le pain blanc, les pâtes, les gâteaux. Et en fait, c'est un produit qui est complètement vide au niveau nutritionnel puisqu'on a enlevé le germe, que, soit dit en passant, on revend après en tant que complément alimentaire. Donc on se supplémente alors qu'on l'enlève de nos aliments. Et on enlève les fibres. Et en fait, les fibres, c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne satiété déjà. Et puis, ça régule la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Donc, si on mange des pâtes complètes à midi, ça va nous tenir ça va réguler la glycémie jusqu'à la fin de journée. Alors que si on mange des pâtes blanches à midi, le taux de sucre dans le sang va monter en flèche, mais va descendre aussitôt. Et on fait une légère hypoglycémie. Et en général, quand on fait cette hypoglycémie, on a envie de grignoter. C'est pas des petites carottes, c'est plus des sucreries, etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que on stabilise jamais cette glycémie, on a envie de grignoter, etc. Donc voilà, et à force aussi de solliciter en fait, quand le taux de sucre, pardon, varie dans le sang, il y a l'insuline qui arrive pour dispatcher dans tout notre organisme, aux organes, etc., le sucre apporté. Et à force de la solliciter trop souvent, au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, elle est fatiguée. Et c'est là qu'on fait un diabète de type 2, en fait, avec une mauvaise hygiène de vie. Et voilà, c'est un ensemble de paramètres, mais à force de consommer des sucreries, des produits blancs, et ben, on voit de plus en plus le diabète de type 2 arriver comme pathologie presque normale dans notre société, alors que ça ne devrait pas l'être, quoi. Ouais. Donc voilà pour cette histoire de féculents. Ok, très bien. Bah, je vais en profiter parce qu'on a préparé un petit sondage là pour les participants. Je vais le lancer et normalement, les participants, vous devez avoir un sondage qui apparaît sur votre écran. Alors, je vais le laisser quelques secondes pour que vous puissiez y répondre sur en fait quel type de féculents vous mangez de manière générale au quotidien. Est-ce que vous mangez des féculents blancs, donc des pâtes blanches et du riz, des féculents semi-complets, du complet, des pommes de terre ou des patates douces, comme l'a dit Sarah, ou du pain. Donc voilà, je vais vous laisser encore quelques secondes rapidement pour répondre. Alors la majorité pour le moment consomme surtout des pommes de terre et des patates douces apparemment, puisqu'on est à plus de 90% de personnes qui ont répondu. On a ouais, Bonne idée après aussi. arrive les féculents complets et le pain. Donc on voit qu'on a des personnes assidues et qui font attention. Super. Et les pommes de terre, les patates douces, là, pendant qu'on est en confinement, pendant que vous êtes en train de regarder un petit peu, de voter, ça peut être top à couper sous forme de petites frites, à mettre une cuillère à soupe d'huile juste au four comme ça, en mélangeant, et ça fait des frites qui sont équilibrées, qui sont pas riches en graisse comme on a l'habitude. Très bien. Bon, bah, merci déjà pour cette astuce. Effectivement, il me semble avoir déjà testé, mais à chaque fois je les foire parce qu'elles sont trop molles. Est-ce que tu as une astuce pour qu'elles soient bien croustillantes? Peut-être que tu les fais trop larges. Faut les faire plus fines mais normalement oui c'est 160 degrés, 35-40 minutes au four, elles sont croustillantes et c'est vraiment super bon et pour le coup on pourrait presque manger des frites tous les jours parce que c'est une portion de matière grasse comme on aurait dans des pâtes, dans un wok de pâtes avec des courgettes ou voilà donc Ok, complètement. très bien.
Bon, bah, donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Alors, donc, effectivement, bah, on parlait de pain aussi. Bon, c'est un peu la mode en ce moment, c'est faire son pain maison en période de confinement. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, j'imagine que oui, parce qu'on évite tous les additifs du pain qui peut être parfois, enfin, en tout cas, surtravaillé ou retravaillé en grande surface. Mais sur la partie vraiment au niveau quantité, par contre, peut-être qu'on mange plus de pain si on le fait maison. Qu'est-ce qui est à pratiquer là-dessus? Alors, ben, déjà oui, c'est une bonne chose de faire son pain maison. Idéalement, si on peut le faire au levain, c'est encore mieux. Et par contre, bah, pareil, je vais revenir sur cette histoire de farine complète, mais le but, c'est de d'écarter la farine blanche ou les farines qui sont vendues farine spéciale pain et de plutôt prendre des farines complètes. Donc, ça peut être de la farine de blé complet, mais ça peut être du seigle, du sarrasin, du kamut, de l'épeautre, du petit épeautre. Même les mixer entre elles, faire un mix de deux farines. Donc, ça, c'est top. Et voilà, là, ça évite. C'est vrai qu'en grande surface, les pains sous vide, on voit souvent, il y a des additifs dedans. Faut pas oublier que le pain, c'est de l'eau, de la farine, de la levure, du levain et du sel. Et c'est les seuls ingrédients. Il n'y a pas à avoir du sucre, du sirop, etc. Et souvent, on le voit derrière, ou par exemple les biscottes ou le pain de mie, qui est pas vraiment du tout du pain d'ailleurs. Mais voilà, et après le pain, ça fait partie de la famille des céréales des féculents. Donc par exemple, pour donner une portion, 60 grammes de féculents, c'est une portion moyenne on va dire, ça équivaut à 90 grammes de pain. Donc on peut, ça fera notre portion de pain notre portion pardon, de céréales du repas, et on peut en manger. Il ne faut pas diaboliser le pain. Celui qui est pas très bon, effectivement, c'est la baguette française, mais voilà, avec du bon pain complet fait maison, il n'y a pas de souci. Et si on a peur de trop en manger, on le fait à la maison, on le tranche et on le met au congélateur et on sort juste les tranches qu'il nous faut. Parce qu'effectivement, l'odeur du pain chaud, ça peut donner envie si ça traîne sur la table. Bon, malheureusement, je suis coupable, hein. Je fais aussi du pain au levain à la maison et effectivement, je congèle coupé en tranches parce que sinon, c'est beaucoup trop tentant de le prendre et de mettre n'importe quoi dessus et continuer à en manger. Ok. Très bien. Ben, revenons alors peut-être une question un peu plus généraliste. Pendant le confinement, en fait, qu'est-ce qu'il faut favoriser? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'on mange pendant le confinement et quand on est en situation de télétravail? Alors, eh ben, je dirais que finalement, l'équilibre alimentaire pendant le confinement, il devrait être pareil que hors confinement. Donc, c'est bien comme ça, on commence à préparer le déconfinement. Mais en tout cas, c'est important d'avoir des repas équilibrés avec toutes les composantes, donc avec des protéines, donc animales ou végétales, des féculents complets, des légumes et une source de matière grasse. C'est important d'avoir ça sur chaque repas parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à faire, comme tu disais tout à l'heure, ben, le midi, ça va être que des pâtes et puis le soir, que de la salade. Et en fait, c'est dommage et c'est comme ça qu'on grignote, qu'on déséquilibre ses repas, etc. Donc, toutes ces composantes. Après, c'est juste une question de quantité finalement, de répartition. Mais par exemple, si on veut avoir en tête une assiette type, ce serait un quart de féculents, un quart de protéines et une moitié de légumes. Donc voilà, crudité ou crudité. Et la cuillère à soupe d'huile qui est importante. Pendant le confinement, on pense aussi aux fruits, au moins 3 fruits frais par jour, de saison idéalement. Bon, locaux, bio, ce serait génial. On peut aussi penser à faire des collations, donc le matin, l'après-midi ou l'un ou l'autre, et avec ben, les fruits justement et une poignée d'oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Ou alors c'est un peu plus gourmand, de la purée d'oléagineux. C'est la même chose, par exemple du peanut butter, seulement ils sont mixés. Par contre, il faut faire attention qu'il n'y ait que les amandes ou que les cacahuètes ou les noisettes qui soient mixées, qu'il n'y ait pas d'ajout d'huile, de sucre, etc. Mais ça peut être sympa pour la collation. Et pour la petite touche sucrée, du chocolat noir à 85% idéalement. Et là, on a une bonne base alimentaire. Ok. Et pour le petit déjeuner, qu'est-ce que tu Ah oui, suggères? j'oubliais le petit-déj. Et ben, pour le petit-déj, il faudrait un produit céréalier complet, un fruit frais, éventuellement un produit laitier végétal ou animal. Donc ça peut être un fromage blanc, un yaourt ou un yaourt au soja par exemple, un lait d'avoine. Et éventuellement aussi une source de matière grasse comme ben, justement les oléagineux ou la purée d'oléagineux. Et du coup, en idée, ça donne par exemple un yaourt au soja avec du muesli dedans et un fruit frais coupé dedans, du pain, du fromage avec un fruit. Ça peut être aussi un avocado toast ou alors des pancakes avec des fruits frais et du peanut butter dessus.
Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Après, faut juste avoir des aliments de qualité. Et je reviens juste, ça me fait penser en parlant des produits complets. Bon, de manière générale, c'est important de manger tous les produits qu'on peut issus de l'agriculture biologique. C'est vraiment important que ce soit pour éviter les pesticides, quand c'est des produits animaux pour avoir des produits de qualité, des animaux qui sont bien nourris, qui sont pas traités aux antibiotiques et pour ceux qui sont sensibles pour le bien-être animal. Mais justement, les féculents complets, c'est important de les manger complets, mais si on les mange complets, c'est juste essentiel qu'ils soient bio, parce qu'en fait, tous les pesticides, s'il y en a, ils vont se retrouver dans l'écorce. Donc, si on garde cette écorce, pour les fibres, ce qui est génial, il faut absolument qu'elle soit sans pesticides, sinon on absorbe tout. Donc, voilà. Oui, forcément, ça paraît logique. Ouais. C'est bien. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'on pourrait... on parlait du grignotage. Est-ce que le grignotage, en fait, c'est mal? Alors, tu parlais de collation, donc Ouais, j'imagine que c'est l'alternative, en fait, au grignotage. Tu c'est parlais donc ça. d'oléagineux avec un fruit, ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, justement, c'est une question qui est revenue souvent. Comment est-ce que je lutte contre les grignotages? Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en télétravail, c'est un petit peu difficile d'avoir la cuisine à proximité, de pas craquer. Mais du coup, pour éviter les grignotages, bon, déjà de base, si on met juste de côté quelques secondes l'alimentation, rester positif, être dans un environnement qui est propre, aéré, se lever le matin, s'habiller, se mettre au travail, avoir cette petite routine, c'est vraiment important et avoir son télétravail, mais en dehors avoir des activités qui vous rendent heureux, que ce soit enfin, votre sport, faire de la peinture, lire, bouquiner, ça c'est vraiment important. Déjà être occupé, si quand on est occupé on ne pense pas à grignoter. Les repas équilibrés dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiel, les trois repas, donc maintenir ces trois repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et du coup, mettre en place des collations. Alors, c'est appelé goûter pour les enfants et du coup, on les voit un petit peu en négatif, on les voit comme parfois du grignotage, mais justement, au contraire, quand c'est fait par une diététicienne, si vous voulez, votre diététicienne, elle va calculer vos apports sur la journée, donc ça dépend de chacun, mais si on part par exemple sur 2000 calories par jour, elle va fractionner en 4 ou 5 repas au lieu de 3. Mais on restera sur ces 2000 calories. Donc c'est pas un ajout supplémentaire. Et justement, d'avoir ces collations, ça permet de, quand on a cette envie de grignotage dans la matinée parce qu'on a un petit coup de pompe ou dans l'après-midi parce que forcément c'est long entre le déjeuner et le dîner, bon, c'est bien déjà de faire des petites pauses. Et voilà, on évite de grignoter. On a cette collation qui est prévue, qui est calculée et surtout qui est de qualité. On va avoir par exemple des amandes, des fruits et ça nous évitera de craquer sur, je sais pas, des petites sucreries, des gâteaux qui traîneraient dans la cuisine. Après, dans les collations, vu que votre diététicienne calcule, ça peut être aussi très bien un morceau de pain, du fromage. Enfin voilà, on fait le calcul sur la journée entière, pas sur un repas. Et en fait, c'est toujours cette histoire de glycémie, le fait d'avoir des collations. Par exemple, si on en a deux, ça va faire le petit-déj, la collation, le déj, la collation de l'après-midi et le dîner. Et en fait, la glycémie, elle fait aussi ce chemin, plus ou moins, donc le taux de sucre dans le sang, je rappelle. Et ça permet donc d'avoir cette glycémie régulée, de moins solliciter l'insuline, dont on parlait tout à l'heure. Et quand l'insuline est moins sollicitée, on stocke moins les graisses aussi. Donc ça a tout son intérêt. Et puis ça nous évite de nous jeter sur le repas, le déjeuner, ou alors sur le dîner, ou alors grignoter en faisant à manger. On sait qu'on a ces collations, et voilà, c'est pour moi, si on mange 5 fois par jour, il y a peu de chances qu'on ait envie de grignoter normalement. Ouais, Vous l'avez. pour une personne qui ne serait pas suivie par une nutritionniste ou un diététicien, euh, ce serait plutôt voir réduire légèrement les repas et rajouter ces collations si on vraiment souhaite étaler. Alors, c'est un petit peu compliqué. Euh, Après, ça peut être par exemple, au lieu de manger un fruit ou un yaourt à la fin du repas, le décaler dans l'après-midi. Ça peut être ça. Et finir son repas avec une boisson chaude, ça peut être ça. Après, consulter une diététicienne, ça peut être par exemple juste 3 consultations, histoire de connaître ses quantités et justement savoir comment fractionner son alimentation. Tout le monde pense à diététicienne, j'ai des problèmes de poids, mais on suit des personnes qui sont minces mais qui savent pas quoi manger, des sportifs, etc. Donc voilà, mais globalement ce serait ça. Et je pense qu'il faut faire aussi, pour les grignotages, mettre toutes les chances de son côté. Et quand on fait les courses,
on essaye d'être organisé, de mettre de côté tous les produits industriels et transformés et de faire des bons choix, des bons aliments bruts, bio, locaux et on cuisine à la maison. Donc voilà. Très bien. Et alors, puisqu'on parlait des repas, en fait, parfois quand on est en télétravail, on se retrouve aussi. Alors, certains sont libres avec des horaires, ils choisissent en fait leurs objectifs et leurs horaires. D'autres, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, attention, hein, gardent les horaires du travail. Est-ce qu'il faut adapter parfois ces horaires de repas? Ben, disons que ouais, en fait, quand on était au bureau, parfois on n'a pas vraiment pas le choix où on mange avec les collègues, etc. Donc on garde, enfin on a toujours les mêmes horaires. À la maison, on n'est pas obligé de garder les mêmes, mais par contre c'est important de garder une régularité et de pas sauter de repas parce que ensuite votre organisme va stocker au prochain repas, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Mais au moins de garder une trame. Si vous voulez petit déjeuner plutôt vers 9h30, 10h parce que vous avez plus faim à cette heure-là, ben il n'y a pas de souci à décaler, mais garder quand même une routine. Prendre un déjeuner à 15h30, par exemple, c'est pas une bonne idée. Ou un dîner trop tard, ou voilà. Mais du moment qu'on maintient au moins ces 3-4 repas, il n'y a pas de problème sur les horaires. Ok, oui, il faut juste éviter de trop les rapprocher et qu'ils soient, ouais, pour permettre au corps, j'imagine, d'éliminer en fait. Enfin, en tout cas, d'assimiler le repas. C'est ça. Et pas dérégler aussi son horloge biologique, son métabolisme qui a sa petite routine. Donc c'est important. Après, dans une journée de télétravail, les repas, ça doit quand même rester un moment de plaisir et c'est notre pause. Et donc généralement, on la met pas de côté, on la fait avec plaisir. Ouais, je comprends. Et alors, en fait, on voit aussi, eh ben, en télétravail, pour beaucoup de personnes, malheureusement, elles sont en. Alors, d'abord, je vois deux questions. Il y a Thomas qui nous pose une question qui dit quelles sont tes prérogatives contre le gluten? Ça, j'imagine que c'est un peu incisif comme question pour une nutritionniste. Alors je sais pas du coup si Thomas a une maladie cœliaque ou pas, ou en souffre. Simplement, en tant que diététicienne, moi, j'avais en suivi des patients vraiment malades de la maladie cœliaque, vraiment intolérants. Et ben, c'est vraiment difficile à gérer, c'est douloureux, c'est des patients qui sont de temps en temps hospitalisés, etc., en fonction des crises qu'ils font. Donc évidemment, en tant que diététicienne, on est là pour adapter l'alimentation. Et après, à côté de ça, il y a eu cette mode de c'est mieux de manger sans gluten, etc. Donc, je dirais qu'il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui en souffrent vraiment et pour qui il faut vraiment enlever le gluten et d'autres qui le font par effet de mode. Et souvent, j'ai des patients qui mangent sans gluten la semaine et le week-end, ils mangent une pizza. Ben, dans la pâte à pain, enfin dans la pâte à pizza, il y a du gluten. Donc, voilà, faut faire attention aux effets de mode. Et après, bon, si on se sent mieux, par contre, si on mange du sans gluten, c'est des céréales qui sont de base sans gluten. Faut à tout prix éviter les produits industriels vendus plus cher sans gluten. Parce qu'en fait, le gluten, c'est la protéine du blé et ça sert à lier un petit peu. Donc, s'il n'y a pas ça dans le pain, par exemple, il va falloir mettre autre chose. Donc souvent, c'est de la graisse ou c'est des produits transformés. Donc voilà, il faut partir sur des produits qui sont bruts, sans gluten. Et après, dernière petite chose, il faut savoir que les céréales, les nouvelles céréales qu'on a créées au fur et à mesure des années, elles sont de plus en plus transformées. On optimise les céréales pour qu'elles soient plus belles, plus grosses, etc. Donc là, le gluten est bien plus transformé et moins bonne qualité. Si on repart sur des céréales anciennes, du petit épeautre, etc., c'est beaucoup moins transformé et beaucoup mieux assimilé aussi. Donc voilà, il faut juste faire la part des choses, je pense. Ok. Alors, juste pour information, on a une question sur le jeûne intermittent, mais je te propose d'y répondre plus tard. Au moins, on finit d'abord la partie présentation. Alors, donc, on parlait effectivement oui, de mettre en place des routines, d'arriver à prendre le temps de faire ses repas, hein, de cuisiner. Euh, le problème, c'est que parfois, quand on a une vie de famille, quand on est en télétravail, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper des animaux. Enfin, ça pose parfois des problèmes. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arriver à mieux cuisiner tout en étant en télétravail? Alors, eh ben, en fait, il faudrait. En fait, finalement, le télétravail pour certaines personnes en ce moment c'est compliqué, mais faut pas oublier que c'est la routine de certaines personnes. Certaines personnes sont tout le temps en télétravail, donc c'est tout à fait faisable. Et quand on s'organise bien, c'est agréable même. Mais après, il faudrait se faire un planning, en fait, comme un agenda à la maison, où on a son télétravail, ses heures de sport, ses pauses.
ses moments de détente, etc. et ses moments de cuisine. Et au niveau de l'organisation, du coup, c'est important de préparer, par exemple, ses repas à l'avance. Par exemple, on choisit, je sais pas, le dimanche, et on peut cuire à l'avance ses légumes, ses féculents, ses protéines. Comme ça, toute la semaine, on a juste à faire de l'assemblage, on va dire. On met tout dans un wok avec des herbes, des épices, et ça fait un repas qui est prêt vraiment très rapidement. Ou alors, carrément, le dimanche, on fait tous ces repas pour la semaine, on les met au réfrigérateur, au congélateur, et, euh, et ça permet que ce soit prêt plus rapidement. Quand on manque de temps, effectivement, avec les enfants, c'est pas toujours évident. Et après, il y a au niveau des courses. Effectivement, les produits frais, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais déjà, avec le confinement, on n'y va pas tous les jours, on évite. On y va une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Donc, faut pas oublier les produits surgelés, les produits en bocaux, qui vont être une bonne alternative pour s'organiser. Souvent, on pointe du doigt les produits surgelés, mais il faut quand même avoir à l'esprit que, par exemple, si on va faire le marché, hors confinement, si on achète des courgettes, par exemple, on les laisse dans le bac du frigo pendant une semaine. On fait du mieux qu'on peut, mais elles auront peut-être perdu des vitamines, des minéraux quand même au bout d'une semaine, alors que les produits surgelés sont généralement cueillis à maturité, surgelés dans les 24-48 heures qui suivent, et donc c'est une bonne alternative aussi. Donc faut y penser et faut simplement vérifier avec les ingrédients qui est juste le légume brut et pas d'huile, de sucre parfois, de sauce d'ajout, mais ça reste des très bons produits après à relever avec des herbes, des épices. Ok, Donc, oui, voilà. donc effectivement, donc ouais, prendre un peu les devants en préparant ses repas à l'avance. Tu parlais de pouvoir conserver une semaine, enfin, on peut facilement conserver en fait du riz, des pâtes une semaine sans que ça pose problème. Pré-cuit, je parle évidemment, hein. Précuit. Oui, alors disons qu'au réfrigérateur, on peut les garder 2-3 jours et bien dans des boîtes hermétiques. Et après, sinon, le reste, on peut le mettre au congélateur. Après, généralement, si on a le riz, c'est vrai que ça peut sécher, donc peut-être directement faire un wok avec des courgettes, un petit peu de tofu, du riz, des herbes, des épices, et hop, on met ça dans une boîte. Et il y aura, par exemple, si on met du soyou, enfin de la sauce tamari, ça va garder la bonne texture, mais complètement, oui. Ok, oui, donc ouais, toi, tu préconises de même quasiment parfois faire directement le plat, en fait, Ouais. faire peut-être deux, trois portions et au moins en fait on a deux, trois repas déjà prêts dans la semaine. C'est ça? Bah, c'est ça. En fait, il suffirait même, on choisit, je sais pas, 3 féculents différents et on mixe avec, si à chaque fois on change de légumes ou on change d'épices ou de protéines, ça change les repas vraiment beaucoup. Là, on est au printemps, on peut planter une petite jardinière bon, si on a un potager, c'est génial. Et sinon, sur le balcon, une petite jardinière avec du basilic, de la menthe, de la coriandre et on rajoute aussi des épices comme ça et des herbes et ça change les plats. Faut éviter de manger en confinement, je pense que c'est encore plus essentiel, des plats triste, par exemple, haricots verts vapeur avec du blanc de dinde et du riz blanc. C'est un petit peu triste, faut se faire plaisir, avoir des jolies assiettes et des plats qui vous donnent envie. Ben, en fait, comme quand vous mettez au restaurant les pieds sous la table. Oui, ok, oui. Oui, mais de toute façon, oui, effectivement, le plaisir doit passer aussi par le visuel, donc j'imagine qu'il faut essayer de s'amuser à varier un peu les choses et arriver à donner envie aussi par ce qu'on voit en fait dans notre assiette, non? Complètement. Oui, c'est important. Même la jolie vaisselle, c'est important oui, d'avoir une jolie table. Et après, il y a aussi l'astuce de juste tout simplement avoir sur son téléphone ou imprimer sur le frigo les fruits et légumes de saison. Ça change chaque mois. Et en fait, si on fait ses courses en fonction, et ben, nos plats vont changer à chaque fois. Et on tourne jamais en rond parce que si tout le monde fait les courses et on prend toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc là, ça permet de varier. Et pareil, en magasin, surtout en magasin bio, on a souvent un choix de féculents. On a des pâtes de blé, mais on a des pâtes de châtaigne, de petits épeautres. On a toutes les légumineuses qu'on oublie et qui sont vraiment riches en nutriments. Donc, on a vraiment de quoi varier. Bon, très bien. Et bah, enfin, puisqu'on parlait des courses, euh, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller quand on va faire ces courses, à part effectivement prendre des fruits et des légumes? Tu parlais des conserves, tu parlais des surgelés. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, hein, peut-être? Bah alors c'est bien d'aller avec une liste de courses. C'est vrai que sur le site, du coup, c'est makemehealthy.fr, on a une liste de courses qu'on essaiera de vous envoyer aussi après la conférence. Euh, c'est en fait idéalement il faudrait avoir des protéines, donc ça peut être viande, poisson, œufs ou tofu, tempeh, sétan pour les protéines végétales, des féculents, donc tout ce qu'on a cité, féculents complets tout à l'heure, des légumineuses, du pain complet
des légumes, donc frais, des légumes surgelés, des légumes en bocaux. Pareil pour les légumineuses, du coup, c'est pratique en bocaux, en conserve. Euh, il peut avoir aussi des produits laitiers, donc animaux, vaches, chèvres, brebis ou végétaux. Les laits d'avoine, les yaourts au soja, le chocolat noir, des oléagineux, euh, ou de la purée d'oléagineux, sans sucre ajouté, et des bonnes huiles végétales, donc l'huile d'olive, de colza. Le but, c'est de toutes les varier, des herbes, des épices, et je pense qu'on a fait le tour des courses. Oui, on doit avoir fait le tour. Après, il n'y a que des produits bruts. Et le but, c'est d'avoir tous ces produits et de les cuisiner à la maison, justement. Voilà. Ouais. Ici, enfin, puisque forcément on est confiné, on a envie parfois de faire un peu de pâtisserie aussi, mais en général ça demande beaucoup de sucre et beaucoup de beurre. Est-ce qu'il y a des choses à peut-être éviter ou faire en sorte de faire attention? Bah, en fait, on peut faire toutes les pâtisseries quasiment sans sucre. Sur l'application, on a toutes les recettes. Vous retrouvez toutes les recettes. Bref, on verra ça après. Mais par exemple, le banana bread, avec des bananes bien sucrées. Il n'y a pas besoin de mettre de sucre. En fait, il faut aussi réhabituer, et c'est l'occasion pendant le confinement, réhabituer son palais aux saveurs plus naturelles, au sucre des fruits. On a par exemple des tartelettes aux figues où la pâte, c'est juste des dattes et de la poudre d'amandes, enfin des amandes broyées, des dattes séchées qui font la pâte. Et en fait, c'est du bon sucre, c'est bien sucré. Et pour autant, on n'a pas ajouté de sucre. Donc, il n'y a aucun problème pour les gâteaux. Du moment qu'ils sont faits maison, on en profite pour mettre des farines complètes aussi, du coup. On peut même les faire sans œufs, ça fonctionne aussi très bien. Il y a l'aquafaba, c'est le jus des pois chiches qui est à la mode en ce moment. En fait, en le mixant, le battant, ça fait la même chose que les blancs en neige. Donc, par exemple, pour faire une mousse au chocolat avec du chocolat noir. Mais voilà, il y a plein d'astuces pour faire des gâteaux, par exemple, le dimanche, en famille, justement, sans sucre. Et ce Très sera que bien. mieux pour les enfants, pour le coup, aussi. Bon, je te propose de passer aux questions. Oui. Alors, donc, il y avait alors, je vais vite checker les questions. Bon, on avait une question sur le petit déjeuner idéal, mais on y a répondu puisqu'on avait parlé d'un yaourt avec du muesli et au moins un peu de féculent à côté avec du pain. Euh, on a aussi donc une question donc, sur le jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une question qui revient vraiment souvent. Euh, Nous, on met plus en avant une alimentation fractionnée, comme je parlais tout à l'heure, là, avec les collations fractionnées au maximum. Tout simplement parce que, après, ça dépend. Effectivement, il y a certaines personnes qui sont en télétravail, qui ont un autre rythme, mais la plupart des gens ont un rythme quand on reprendra notre vie plus ou moins normale. Le matin, on se lève, on a passé une nuit à jeun déjà, donc il faudrait remettre du carburant dans l'organisme. Et soit on part au travail, on dépose les enfants, on va au sport, on attaque les réunions, le travail, enfin on a besoin d'énergie. Rester jusqu'à midi à jeun, je trouve ça un petit peu compliqué. C'est aussi peut-être se couper un peu de la vie sociale, des pauses quand vous prenez votre collation avec la pause café le matin. Voilà. Après, pour moi, il vaut mieux réguler la glycémie tout au long de la journée, moins stocker les graisses et que l'alimentation reste un plaisir aussi parce que finalement, ne plus manger depuis le soir jusqu'au lendemain midi, on risque d'être obsédé par son repas de midi parce que ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour. Après, ceux qui le font et pour qui ça convient, sans problème. Mais en tout cas, par contre, il ne faut pas le faire pour des raisons de perte de poids. C'est, c'est pas une bonne idée. Ok, très bien. Alors, il y a une question concernant la prise des fruits. Euh, donc, en fait, elle dit, j'ai appris récemment que les prendre en fin de repas font qu'ils restent en fait à macérer dans l'estomac pendant des heures et attendent avec le reste qui demande une digestion plus longue. Ça engendre des inconforts, des ballonnements, etc. Quel est le meilleur moment donc pour manger un fruit, avant ou hors des repas? Alors pour moi, il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment en fonction de chacun. Souvent, quand on me parle, j'en parle par expérience avec les patients qui me disaient que les fruits leur faisaient les ballonner à la fin du repas. En fait, c'était plutôt le repas qui était déséquilibré et qui créait les ballonnements plutôt que le pauvre petit fruit en fin de repas. Donc pour moi, il n'y a pas de règle. Il faut pas. Si déjà tout le monde appliquait les bases de l'équilibre alimentaire avec des bons produits bruts, bio, locaux, faisait attention à ses repas, à pas prendre de produits industriels,
ce serait déjà génial. Il faut pas se mettre trop de barrières en voulant faire trop bien parce qu'en fait, finalement, on craque et le but, c'est que ça reste un plaisir. Donc, si votre fruit, vous l'appréciez à la collation et pas au dessert et que vous préférez prendre un café et un thé, il n'y a pas de problème. Si par contre, vous avez besoin d'une touche sucrée de votre fruit, ben, prenez-le. C'est pas forcément ça qui va vous causer des désagréments digestifs. Après, si vous êtes particulièrement sensible, oui, peut-être, mais il n'y a pas de moment particulier pour un fruit. Très bien. Une autre question sur, est-ce que tu aurais une suggestion de boisson non alcoolisée pour l'apéro? Alors, bah, c'est déjà une bonne initiative de chercher avec tous les apéros en webcom qu'il y a en ce moment. Et ben, ça peut être un jus de tomate, une citronnade maison, un thé glacé maison, un Perrier citron, ou alors des eaux aromatisées avec du jus de citron, ou alors on met des fraises, des framboises, du basilic, de la menthe dedans à infuser. Voilà. Oui, ouais, donc effectivement, en fait, éviter de toute façon toutes les boissons qui ont du sucre ajouté, quoi. De Ouais, manière. oui. Ouais, très bien. Ok, on a encore une question alors, que pensez-vous des monodiètes, notamment pour un repas le soir, pour améliorer le système digestif? Là, pour le coup, j'ai un avis assez tranché. Je suis vraiment totalement contre. Vraiment, dans le sens où on a une alimentation merveilleuse qui nous apporte plein de choses, plein de nutriments. Et manger, alors il y a les monodiètes, et en plus, c'est à la mode. Donc, il y a les monodiètes de pommes, de bananes, de raisins. C'est triste. Et finalement, il faut aussi penser qu'on se dit, je mange un fruit, mais c'est une source de sucre. C'est du fructose, mais c'est du sucre, mais qui est rapidement assimilé. Là, vous faites un shoot de sucre comme ça le soir avant de manger, c'est vraiment avant de dormir, pardon. Donc c'est vraiment pas top pour votre organisme. Vous serez pas calé, donc vraiment c'est à éviter. En fait, il faut réfléchir sur le long terme. L'alimentation, c'est équilibré dans un monde idéal, c'est tout au long de sa vie. Et il faut pas se dire je fais des périodes où je me restreins pour encore plus craquer après. En fait, notre organisme, c'est quand même un bijou merveilleux qui nous donne plein de choses, qui est bien fait quand même. Et faire plein de régimes, de tests, d'expériences comme ça, au bout d'un moment, ils fatiguent. Et ben, effectivement, parfois, on a des patientes qui ont fait des régimes toute leur vie, ont fait des tests, et ben, à 50, 55 ans, même si on y arrive, c'est compliqué de remettre le métabolisme sur de bonnes bases. Ça prend beaucoup plus de temps, le corps est fatigué, donc toutes ces expériences de monodiète, il vaut mieux éviter. Très bien. Bon, ben, je vois qu'on n'a plus d'autres questions, alors à moins que des personnes. Ah, si, il y a une question. Les protéines, le matin principalement, ou n'importe quand, ou qu'importe le moment, dans la journée. Alors, ben, ça, l'équilibre se fait sur la journée entière, donc il n'y a pas spécialement de moment. Après, si on les prend au petit déjeuner, il faut savoir que généralement, on consomme un petit peu trop de protéines. C'est ce qu'on voit dans les relevés alimentaires de nos patients. Euh, une femme a besoin en moyenne, on va dire, pas spécialement sportive, de 150 grammes, pardon. Donc, si vous prenez déjà même un œuf ou deux œufs, un œuf c'est 50 grammes, donc le matin. Donc, vous avez déjà grillé une bonne partie de votre portion journalière. Donc, vaut mieux les garder pour le déjeuner et le dîner pour avoir des repas bien copieux et complets et prendre un petit déj sans protéines. Et par exemple, des pancakes sans œufs, c'est tout à fait faisable et vous pouvez avoir un petit déj super sympa sans protéines. Ok. Une autre question sur peut-il favoriser le cru? Alors, forcément, c'est mieux. On maintient plus de vitamines, de minéraux. Après, faut pas non plus en abuser parce que des crudités, ça pourrait être irritant pour les intestins. Mais en fait, l'idéal, c'est d'avoir une crudité et une cuidité sur chaque repas. Et après, c'est vrai qu'au printemps, en été, c'est plus facile d'avoir des crudités qu'en hiver. Donc voilà, le tout, c'est de mixer, de varier. Ok. Et bah, je te propose qu'on finisse avec une dernière question qui est sur les produits laitiers. Et la question, c'est en fait en quelle quantité il faut les consommer ou est-ce que c'est mieux si on les remplace par des alternatives végétales? Alors, c'est la grande question. Alors, avant, la recommandation, elle était à 3 à 4 produits laitiers par jour. Et dernièrement, c'est descendu à 2. Il faut savoir que derrière ça, il y a quand même de gros lobbies sur le lait qui sont très, très puissants. Et si malgré ça, l'État a réussi à baisser, c'est qu'il faudrait peut-être pas en abuser au niveau des quantités. Donc, 2, si on prend des produits laitiers animaux, ça me paraît déjà très bien. Ensuite, il faut, si vous aimez ça,
il n'y a pas de problème, consommez-les. Par contre, choisissez les bio, c'est important pour, euh, pour les antibiotiques sur les animaux, etc. Ou voilà, vous absorbez le lait, donc vous retrouvez aussi ce que la vache mange finalement. Donc consommez-en, mais il faut se limiter à deux. Si vous n'aimez pas ça, vous forcez pas pour ces règles à l'ancienne qu'on a où il faut manger ou boire du lait pour avoir du calcium et des os solides. Du calcium, on en retrouve dans les amandes par exemple, dans les légumes, dans plein d'autres produits. Donc si vous n'aimez pas ça, il faut pas se forcer, surtout que euh, finalement on est la seule espèce qui boit encore du lait une fois adulte, donc on n'a plus forcément la lactase qui permet de digérer ce lait. Et les alternatives qu'on a aujourd'hui sur les laits végétaux, les yaourts végétaux sont très bien. Il faut juste savoir qu'au niveau des valeurs nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec les produits laitiers. Mais on trouvera ce qui nous manque dans ces produits végétaux dans d'autres aliments. Et il faut simplement les favoriser nature pour les yaourts et sans sucre ajouté pour les laits. Donc on évite les laits au soja, au chocolat, à la vanille et plutôt du lait d'amande sans sucre, du lait de soja, du lait d'avoine. Et voilà. Ok. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas Sarah pour ta présence. Merci à toi, j'espère que ça les a intéressés, ça vous a tous intéressés. Bah, vu le nombre de questions, je pense quand même que les gens se sont sentis intéressés.